Amoureux et amoureuses de la Nati, bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de mon nouveau podcast. La semaine dernière, la Suisse s'est qualifiée pour l'Euro 2024 en Allemagne, une qualification plutôt par la petite porte, terminée à la deuxième place juste derrière la Roumanie. Entre les nombreuses critiques sur le coach, mais aussi sur les joueurs, entre les points positifs que j'ai notés, on va faire un petit bilan de cette campagne de qualification. Et oui, la Suisse est enfin qualifiée pour l'Euro 2024, son 3e Euro de suite, sa 6e compétition internationale consécutive. Et pourtant, il y a eu très peu d'enthousiasme après cette qualification de la part des supporters suisses. En effet, la qualification a été plutôt douloureuse et même plutôt inquiétante, et il y a beaucoup de doutes aujourd'hui sur le coach, sur certains joueurs. On va faire un petit tour de tout ça, et on va commencer par regarder chaque match individuellement, l'un après l'autre, pour avoir un peu une situation globale de ce qui s'est passé. La campagne de qualification a commencé le 25 mars 2023, juste après une Coupe du Monde plutôt sympathique, à l'issue plutôt décevante pour l'équipe de Suisse. Elle devait se relancer, elle devait retrouver le sourire, et elle l'a fait plutôt très bien, avec une large victoire en Biélorussie 5-0. Ce match vous dit peut-être quelque chose, étant donné que c'est le triplé de Renato Steffen avec la Suisse. Bon. Triplé en 30 minutes, je me souviens de ma réaction quand j'ai vu qu'il était titulaire. Et il m'a fait démentir, bien joué Renato. On va revenir sur toi, Steffen, plus tard. Donc voilà, but à la 4e, 17e et 29e minute pour Steffen, bien joué. Puis Xhaka à la 62e et finalement Zeki Hamdouni à la 65e. La Suisse a continué sur sa lancée contre l'Israël, le 28 mars 2023, avec une victoire 3-0, plutôt vite bouclée, avec un but de Vargas à la 39e, un but de Zeki Hamdouni à la 47e, et un but de Sylvain Widmer à la 52e minute. Donc voilà, 2 grosses victoires, les meilleures en fait de cette campagne de qualification, ce qui était importante en fait pour cette équipe. Il fallait se relancer, il fallait repartir sur de nouvelles bases, ou en tout cas essayer de retrouver le sourire après un mondial plutôt décevant, surtout la fin. Et donc c'était chose faite, bien joué. Ça s'est un peu gâté par la suite. En juin, on retrouvait l'équipe de Suisse après une très très longue saison, pour la fin de la saison tout simplement. Et la Suisse a commencé par s'imposer 2-1 contre Andorre à l'extérieur, avec un but de Remo Freuler à la 7e minute et un but de Zeki Hamdouni à la 32e minute. Et la Suisse s'est un peu arrêtée là. Je sais pas si vous vous souvenez de ce match. Andorre a égalisé grâce à Marco Vieira à la 67e minute, et c'est un but qui a laissé un peu d'espoir aux Andorrais, à l'équipe d'Andorre. Et clairement, la fin du match n'était pas du tout rassurante. On était très très peu serein à la fin de ce match. Contre Andorre, une équipe qui est quand même vraiment inférieure à nous, c'était compliqué. C'était très compliqué. 3 jours plus tard, la Suisse recevait la Roumanie pour un match important, étant donné que c'était notre rival direct pour la première place du groupe. Et ça s'est gâté. Malgré un doublé de Zeki Hamdouni, encore lui, à la 28e et 41e minute, la Suisse n'a pas réussi à gagner ce match. Il menait pourtant jusqu'à la 89e minute, et c'est là que les Roumains ont décidé d'égaliser, d'abord grâce à Valentin Mihaila à la 89e, puis à nouveau Valentin Mihaila à la 92e minute. Un match décevant, à domicile en plus. Après on n'était pas encore paniqué parce que c'était les premiers matchs compliqués, et en plus c'était la fin d'une très longue saison. Akanji venait de jouer la finale de la Ligue des Champions. Clairement, c'est relativement excusable pour l'instant. Ça l'est beaucoup moins au retour de cette équipe de Suisse en septembre, le 9 septembre, au début de cette saison pour le coup. La Suisse recevait le Kosovo. Remo Freuler marquait à la 14e, encore une fois dès le début du match. Muriqi a égalisé pour le Kosovo à la 65e. L'équipe de Suisse a repris l'avantage grâce à un but contre son camp à la 79e minute. Et le Kosovo a à nouveau égalisé à la 94e minute grâce à nouveau Muriqi. Cette équipe de Suisse rejouait 3 jours plus tard contre Andorre à domicile cette fois. Et là, pour le coup, ils se sont imposés 3-0. Mais le match était compliqué. Je sais pas si vous vous souvenez, vraiment la première mi-temps était catastrophique. Ils ont réussi un peu à se relancer après, mais le temps avait été très sombre, victoire contre Andorre. Ça dit le niveau du match. Les buteurs sont Itten, Xhaka et Shaqiri, tous les 3 en deuxième mi-temps. On a déjà pas mal de doutes, et la Suisse est revenue en octobre avec un match contre la Biélorussie à domicile, à Saint-Gall. Et alors là, vraiment compliqué. Shaqiri ouvre le score à la 28e minute d'une magnifique frappe, et ça part un peu en cacahuète à la 60e.
puisque la Biélorussie ne marque pas 1, 2, mais 3 buts d'affilée. On perd 3-1 jusqu'à la 89e minute où Manuel Akanji marque, puis Zeki Hamdouni, encore lui, égalise miraculeusement contre la Biélorussie. Je répète, un match nul miraculeux contre la Biélorussie, arraché à la dernière minute. La même Biélorussie qu'on avait battu 5-0 à l'extérieur au match aller. Ça montre qu'il y a quand même un problème avec cette équipe. La Suisse n'a pas joué de match cette fois parce que le match contre l'Israël a été reporté à la dernière trêve internationale, étant donné le conflit israélo-palestinien. Donc contre l'Israël le 15 novembre, on a fait match nul, on a marqué à la 36e grâce à Ruben Vargas, encore une fois en première mi-temps, et on s'est fait égaliser encore une fois en fin de match à la 88e grâce à Weissman. Edmilson Fernandez a pris un carton rouge à la 94e. 3 jours plus tard, la Suisse recevait le Kosovo à Bâle. Ruben Vargas a marqué à la 47e minute et on s'est fait égaliser à la 82e minute sur un but de Isseni. On commence un peu à se répéter, hein. Heureusement, c'est bientôt la fin. Vu que ça s'est terminé sur une défaite en Roumanie dans un stade qui nous rappelle pourtant de bons souvenirs, une défaite 1-0 avec un but de Denis Alibek à la 50e minute, alors qu'on avait plutôt bien joué en première mi-temps, décidément, et qui nous résigne donc à la 2e place du classement. Bon. On a fait le tour de ces matchs individuellement. Bon, le constat est assez simple, ça s'est craché. Clairement, on a bien commencé, on a très très mal fini. Voilà. On va voir un peu le négatif, il y a pas mal de choses à voir. Murat Yakin est attaqué de partout depuis quelques temps. Les premières critiques contre Yakin sont arrivées après le match contre Andorre. Non, c'est faux. Les premières critiques contre Murat Yakin sont arrivées en juin 2022, après 3 défaites consécutives contre la République tchèque, contre l'Espagne et contre le Portugal 4-0. À ce moment-là, il y a eu les premiers doutes sur Murat Yakin, est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation ? Il y a eu des doutes, et Yakin a réussi à les balayer ces doutes, parce qu'il a battu les 3 mêmes équipes en septembre-octobre de la même année. Il y a eu une nouvelle vague de perplexes après le match contre le Portugal à la Coupe du Monde, perdu 6-1, où il y a eu pas mal de choix de Yakin qui ont interrogé plus d'une personne. Mais l'association suisse de football a décidé de maintenir sa confiance envers le coach, et en gros le contrat c'était qu'il faisait les qualifications, et que s'il se qualifiait, il allait à l'Euro. Ça, on verra bien. Il y a pas mal de choses qui sont reprochées à Murat Yakin. Déjà, il y a son obstination avec Renato Steffen. C'est devenu un gag, franchement. Qu'est-ce qui se passe entre Steffen et Yakin ? Je comprends pas. À part son match contre la Biélorussie, que je lui accorde, et encore la gueule des Gaules, bon. Mais ok. Je me souviens pas d'un bon match de Steffen en équipe de Suisse. Vraiment, à chaque fois, il est décevant. À chaque fois, il n'apporte rien du tout. Et quand il n'est pas titulaire, il arrive à toujours gratter du temps de jeu. Toujours. Il entre à la 60, 70e, souvent à la place de Shaqiri en plus, alors qu'il n'apporte absolument pas la même créativité, il apporte rien. Il est tellement stéréotypé. Franchement, je ne comprends pas pourquoi Yakin s'obstine à faire confiance à Renato Steffen. C'est pas son seul choix bizarre. Il y a un gros problème entre Yakin et ses latéraux. Il est anti-latéraux, je sais pas, je comprends pas. À gauche, Ricardo Rodriguez est indéboulonnable, ça c'est clair. Mais derrière lui, souvent Yakin n'a appelé personne. Il n'a appelé aucun autre latéral. Ces derniers matchs, il a appelé Ulis Garcia et Benito aussi, pour des résultats plus ou moins convaincants. Mais avant ça, il ne prenait personne d'autre. À gauche, il n'y avait personne. Et à droite, Sylvain Widmer, qui est notre latéral droit attitré, a loupé 8 matchs sur 10 pour cause de blessures. Du coup, Yakin s'est dit, je vais appeler un autre latéral droit. Non. Yakin a décidé de faire confiance à Edmilson Fernandez à ce poste-là. Edmilson Fernandez qui a joué un peu partout en club, sauf en latéral droit. À la rigueur, piston, je veux bien. Piston, il peut apporter des choses. Mais latéral, on a bien vu que ça marchait pas. On a vu. Il y a une fois où il a appelé Lotamba, mais sinon, il ne veut pas appeler de latéral droit. Il y a Mbabou, il y a Lotamba, il y a Mourheim. Certes, c'est pas notre meilleur poste en équipe de Suisse. Mais quand même, tu peux pas appeler que des attaquants, il faut des latéraux. Il faut des latéraux, et Yakin ne veut pas en prendre, alors qu'il joue dans une défense à 4. Et en plus, Yakin n'apprend même pas tes erreurs, parce que pendant la Coupe du Monde, c'est un peu ce qui nous avait coûté l'élimination, hein. C'était qu'on avait personne d'autre que Widmer à droite. Il avait mis Edmilson Fernandez, et on a vu ce que ça a donné. 6-1, je l'ai encore là. Il y a d'autres choix un peu bizarres de joueurs, hein. Il y a des moments où il faisait plus confiance à Okafor, là en ce moment, c'était un peu bizarre à Hamdouni. Il y a eu Zakaria aussi longtemps, où il n'a pas trop voulu lui faire confiance. On comprend pas trop certains de ses choix. Il y a également sa relation avec le capitaine Granit Xhaka, qui s'est détériorée, on peut le dire. Lors d'un des derniers rassemblements, Xhaka s'est exprimé sur les entraînements de Murat Yakin en disant qu'il n'était pas assez intensif. Et les médias ont profité de cette intervention pour rappeler que Murat Yakin et Granit Xhaka ne se sont jamais entendus. Qu'il y a toujours une certaine tension entre les deux hommes, qui pour le coup ont une forte personnalité tous les deux, donc c'est pas si étonnant que ça.
et que l'entraîneur ne s'entende pas avec le capitaine, avec le joueur le plus capé de l'histoire de la Nati, et avec potentiellement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de Suisse, bah, c'est pas une bonne nouvelle. C'est vraiment pas une bonne nouvelle, et que Xhaka, il fait pas les choses à moitié quand il aime pas quelqu'un. Yakin a aussi un gros problème à intégrer les jeunes joueurs à son équipe. Il y a Fabian Rieder, Yashari, Omer Agic qui sont cantonnés au moins de 21 ans, au point que Yashari a refusé la convocation au moins de 21 ans, vous avez sûrement vu ça passer. C'est quelque chose qui peut être compliqué surtout pour la suite, parce qu'après l'Euro ou la Coupe du Monde 2026, il y aura des transitions à faire. Il y aura des vieux joueurs qui vont laisser leur place, et des jeunes joueurs à intégrer dans cette équipe. C'est vraiment le boulot d'un sélectionneur, hein. L'équipe de Suisse a une des équipes les plus âgées en moyenne d'âge d'Europe. Ça en dit long et c'est un peu dangereux pour la suite. Yakin est pas du tout aidé par son comportement, par sa personnalité. Il est un peu détestable en fait. Il a un côté très arrogant, très hautain, qui peut bien marcher quand il gagne, parce que, bah, un peu à la Mourinho, quoi, ça passe. Si ça gagne, ça passe. Mais pour le coup, ça gagne pas, donc ça passe pas. Son petit sourire en coin, clairement, je pense que ça a pas aidé. Ça a vraiment pas aidé. Pour continuer dans le négatif, il n'y a pas que Yakin qui a des choses à se reprocher. Il y a aussi les joueurs, notamment les cadres de cette équipe. Pour moi, il y a 5 joueurs qui ressortent un peu du lot en tant que leader, en tant que cadre de cette équipe, par rapport à la longévité, par rapport au niveau, par rapport à la carrière internationale. C'est, selon moi, Sommer, Akanji, Rodriguez, Shaqiri et Xhaka. C'est débattable, évidemment, mais je trouve que c'est quand même les 5 joueurs qui doivent prendre le plus de responsabilités pour moi dans cette équipe. C'est vraiment les cadres de cette équipe aujourd'hui. Et bah, les cadres n'ont pas tout à fait tenu la baraque. Yann Sommer, c'est peut-être celui à qui j'ai le moins de choses à reprocher. Il y a des buts sur lesquels il doit faire mieux, clairement, mais la plupart du temps, il peut pas faire grand-chose. C'est même plutôt frustrant pour lui, je pense. Beaucoup de gens aimeraient voir Kobel titulaire à sa place. Pas pour moi, en tout cas pas jusqu'à l'Euro. Après, il devrait laisser sa place à Kobel, je suis d'accord. Mais pour l'instant, je trouve qu'on doit laisser la chance à Yann Sommer. On voit ce qu'il fait avec l'Inter Milan, ça reste un gardien exceptionnel. Merci Yann. Mais pour le coup, t'as pas été parfait durant cette qualification. Manuel Akanji. Je suis d'accord que passer de Guardiola à Yakin, ça doit être compliqué. Mais quand même. Où est le Manuel Akanji de Manchester City qui a gagné la Première Ligue et la Ligue des Champions en tant que titulaire? Où est cet homme qui est si confiant avec City et qui l'est beaucoup moins avec l'équipe de Suisse? Franchement, Akanji, c'est le jour et la nuit. Pendant cette phase de qualification, ça a été très compliqué pour Akanji. Il est très loin de la sérénité qu'il peut avoir avec City. Vraiment, il n'est pas du tout rassurant. Et c'est vraiment dommage parce que c'est censé être le patron de cette défense. Ricardo Rodriguez, c'est un peu compliqué, c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire que bah, des fois, il s'en sort très bien défensivement, c'est impeccable. Et puis des fois, il prend complètement l'eau. On sait jamais trop, et c'est pas forcément une qualité dans le football. Voilà, Rodriguez, à partir de la 50e, il est cuit. On n'a plus le Rodriguez de Wolfsburg, et on le sait, et ça fait un peu mal de l'admettre, mais c'est comme ça. Mais je pense que là où j'attends plus de Rodriguez, c'est surtout dans le comportement. C'est un leader, il doit prendre ses responsabilités. Shaqiri, bah un peu comme Rodriguez en fait. C'est un peu qui tout double. On en reparlera plus tard, mais je trouve que Shaqiri est quand même le joueur qui arrive à amener un peu de punch dans cette équipe. C'est celui par qui la folie passe, la créativité passe. Il est impliqué sur la grande majorité des buts, mais il y a des matchs où il passe complètement à côté et où il est transparent, notamment les 2 derniers matchs contre Israël et contre la Roumanie, où il a été mauvais, tout simplement. Et puis Xhaka, le capitaine Granit Xhaka, on est très loin, là aussi, du niveau habituel. Il peut s'expliquer par sa raison avec Yakin, mais même au niveau du comportement, ça doit être le leader de cette équipe, et on est très loin de ça. C'est dommage, c'est clairement dommage. Il y a d'autres joueurs qui sont passés à côté de certains matchs. Il y a Okafor pendant une période qui était quand même pas très très bon. C'était beaucoup mieux lors du dernier rassemblement. Il y a Freuler qui est quand même là depuis très longtemps et qui est passé complètement à côté de certains rendez-vous. Il y a Fabien Cher qui est catastrophique, vraiment très très loin de ce qu'il nous montre à Newcastle. Dans les autres points négatifs, on peut parler des fins de match. Qu'est-ce qui se passe à partir de la 80e? Je sais pas, craquage complet. Il y a un gros problème de mental dans cette équipe qui est pas du tout rassurant. Et puis je vais parler d'envie. C'est ce qui avait fait notre force à l'époque, ce qui a fait qu'on a un petit peu surperformé parfois. C'était l'énergie qu'on mettait, l'envie qu'on mettait à chaque match. C'était des soldats contre la France, contre la Serbie, contre l'Espagne, le Brésil. C'est des matchs où on n'a rien lâché du début à la fin. Et là, on est très loin de ça. Vraiment très loin. Bon, on passe au positif. Je retire quelques points positifs. J'ai dû aller les chercher, mais j'en ai trouvé. Le premier, je l'ai cité suffisamment de fois en faisant le retour sur chaque match. C'est Zeki Amdouni. Il a fait ses débuts avec cette équipe de Suisse lors de ses qualifications. Et quel début, franchement. Il a été très utile, il s'est fait une place, il s'est fait son petit trou. Il a certainement validé son ticket pour l'Allemagne. Bien joué Amdouni, t'es notre crack. Il a marqué 6 buts, c'est autant que Erling Haaland. Voilà. Non, c'était un peu plus compliqué les derniers matchs quand même pour Amdouni, mais on est quand même content.
Shaqiri, beaucoup vont pas être d'accord. Je sais que je suis jamais très objectif en parlant de Shaqiri parce que j'aime beaucoup. Mais c'est quand même souvent par lui que ça passe. Il a quand même toujours cette façon d'amener, d'une manière ou d'une autre, un but, une action. Et pour ça, il reste indispensable, je trouve, à cette équipe. C'est par lui que ça passe. Dans un jeu très stéréotypé, c'est lui qui apporte un peu de créativité. Et ça, je trouve que c'est quand même indispensable à une équipe. Il y a Ruben Vargas qui s'en est très bien sorti lors du dernier rassemblement. J'ai pas toujours été fan du joueur, mais pour le coup, il m'a fait bien démentir. Il a été très bon, bravo. Il y a aussi Denis Zakaria qui a plutôt réussi chacune de ses apparitions. En tout cas, il m'a rarement déçu par rapport à beaucoup de ses coéquipiers. Et on peut parler aussi de Dan Endoy qui a fait une bonne entrée avec cette équipe de Suisse. Autre chose, je trouve qu'on en parle peu, qui permet d'un petit peu relativiser, c'est les blessures de 2 joueurs cadres, Mbolo et Widmer. Le premier a loupé tous les matchs, le deuxième en a loupé 8, et c'est quand même 3 pertes vachement importantes. On parle potentiellement des 2 meilleurs joueurs de la dernière Coupe du Monde pour l'équipe de Suisse. Il y a un débat. En tout cas, en particulier pour Widmer, on a bien vu qu'à droite, il avait des kilomètres d'avance sur les prochains, et il est vraiment très utile à cette équipe. Je trouve que c'est un joueur assez sous-estimé, qui a beaucoup apporté dans le passé, et qui j'espère va vite revenir, parce qu'on en a vraiment besoin, et j'espère qu'il sera là pour la Coupe du Monde, sinon ça va être compliqué. Et puis finalement, je vais parler des supporters, de la hargne de ces derniers. Voilà de nous, en fait. Non, tout simplement, j'ai été assez heureux de voir que les supporters suisses ne se satisfaisaient pas d'une simple qualification pour l'Euro. Là où il y a 12 ans, c'était pas encore une chose évidente. La preuve, on n'y était pas. C'est plutôt une bonne chose, en fait. Je trouve que les gens ne soient pas satisfaits du contenu du jeu proposé par Yakin, qu'il y ait autant de gens qui réclament sa démission ou son licenciement. C'est une bonne chose. Ça montre que les dernières compétitions internationales ont rassemblé beaucoup de monde et ont donné une certaine exigence à cette équipe de Suisse. Et je pense que c'est quand même avec l'exigence qu'on va pouvoir aller loin dans les grandes compétitions. Bon, déjà, c'est assez évident, mais Yakin out. Je pense que c'est le moment pour Yakin de partir. Merci pour les travaux, merci de nous avoir qualifiés pour la Coupe du Monde. Mais là, il va falloir laisser ta place. Je pense que tu n'es plus l'homme de la situation, Murat. Voilà, ça paraît assez clair, on est tous d'accord là-dessus. Il faut lancer quelque chose de nouveau. Il faut un nouveau projet. On a un gros problème de mental, de déconcentration, d'envie, comme je l'ai déjà dit plein de fois. C'est comme souvent quand on va chercher un nouveau coach, ça commence très fort, et des fois, c'est après que ça se casse un peu la gueule, comme avec Yakin pour le coup. Du coup, si ça pouvait commencer très fort avec l'Euro, ce serait top. Non, je sais pas qui sera l'homme de la situation. Ça peut faire le sujet d'un prochain épisode. Mais il faut relancer quelque chose de nouveau. Il faut un nouveau projet, retrouver l'envie, se relancer, tout simplement. Il y a des changements qui s'imposent, il y a des évidences, il y a des jeunes à intégrer, il y a d'autres joueurs qui vont devoir laisser gentiment leur place. Il va falloir voir tout ça. La qualification dans un groupe comme celui-là, c'était une obligation. Avec tout le respect que j'ai pour les autres pays, on est quand même largement supérieur. On fait complètement partie des 24 meilleures équipes d'Europe. Et c'était une évidence, on aurait dû être premier, on aurait dû faire 8 ou 9 victoires sur 10 minimum. On s'est planté, on est dans une mauvaise passe, mais au moins on est à l'Euro, au moins. Donc on va en profiter. Et franchement, j'ai hâte d'y être. Aujourd'hui, cette équipe de Suisse a des excellents joueurs qui jouent à un niveau extrêmement élevé. On est dans les top clubs d'Europe. Donc il faut en profiter. Il faut relancer une dynamique avec un nouveau coach. Et pourquoi pas vivre une nouvelle épopée. Voilà, faites-nous rêver. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé le tout premier épisode de mon nouveau podcast. C'est un grand plaisir à faire. Ça fait très longtemps que j'attends de lancer ce projet. Je suis très content. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à venir écrire dans les commentaires ou m'écrire en privé. Moi, je trouve que c'est aussi le but, c'est de pouvoir en discuter, de pouvoir débattre. Et donc, ce sera un grand plaisir que je puisse lire les retours sur cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et en attendant, amoureux et amoureuses de la Nati, prenez soin de vous.